Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de l'Histoire est dans l'enveloppe thématique sport. Je me présente, je m'appelle Jean-François Dion, enseignant, directeur adjoint, papa, mari exceptionnel et maintenant animateur aguerri d'un balado pour la Self. Je vous explique un peu le concept. Je sais que c'est quétaine, mais on s'est basé sur la première date avec ma femme où est-ce que j'avais préparé des petites enveloppes. Et là, tout au long de l'émission, vous allez devoir choisir des petites enveloppes avec des questions. Donc, si la balado n'est pas bonne, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute du choix des questions. Donc, est-ce que ça va les filles? C'est parfait. Parfait. Donc, je vais faire une petite tournée. Je vais présenter mes invités. À ma gauche, Valérie Grenier de Saint-Isidore en Ontario. Valérie a commencé le ski très jeune, à l'âge de 2 ans à Tremblant et a gravi les échelons très rapidement pour accéder aux Jeux olympiques de Pyeongchang et les Jeux olympiques de Pékin. Puis là, je sais que j'ai réduit ta carrière de beaucoup. Je fais un survol. Mais si tu avais à te décrire pour quelqu'un qui ne te connaît pas, Valérie, comment tu te décrirais à quelqu'un qui ne te connaît pas en 2-3 lignes? En 2-3 lignes, je dirais que je suis sur l'équipe nationale de ski alpin, puis comme tu l'as dit, j'ai participé, je suis 2 fois olympienne. Oui. C'est ça, je suis vraiment juste en amour avec mon sport, le ski alpin. J'aime ça vraiment aller le plus vite possible. J'aime vraiment l'adrénaline, c'est pas mal ça. Ma passion, je dirais. Bien, merci beaucoup, Valérie, puis on va apprendre à te connaître durant l'épisode. Et à ma gauche, Geneviève Lalonde, originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, détentrice du record canadien aux 3000 mètres steeple, a participé aux Jeux olympiques de Rio, aux Jeux olympiques de Tokyo, a obtenu des médailles d'or aux Jeux panaméricains de 2019. Comment ça va, Geneviève? Oui, ça va bien. Ça va bien? Moi, je suis en Colombie-Britannique, donc c'est un peu distant de vous autres, mais c'est quand même très beau pour l'entraînement ici. Donc... Parfait. Puis si tu avais à te décrire à quelqu'un qui ne te connaît pas, quelles seraient 2-3 phrases, quelque chose qui pourrait te décrire? Donc, je suis acadienne, j'ai grandi au Nouveau-Brunswick. J'adore courir, je cours depuis que je suis tout jeune, mais quand j'étais jeune, c'était à cause que je voulais battre mon frère. Donc, puis je suis aussi compétitive. Donc, c'est ça, c'est quelque chose que c'est tout mélangé. Puis finalement, ce qui a ressorti, c'est que j'ai décidé de devenir athlète olympique. Donc, avoir un frère te mène aux Olympiques. C'est super. Je suis vraiment content de passer du temps avec toi puis apprendre à te découvrir. Donc, le but, c'est de répondre à des questions justement pour apprendre à découvrir les 2 personnes que nous avons ici. On va commencer avec une petite question facile. Je suis directeur d'école dans la vraie vie. Je vous pose comme question, quel genre d'élève étais-tu à l'école? Et as-tu déjà été voir monsieur le directeur? Vas-y Valérie, je te laisse commencer. Moi, je dirais que j'étais quand même une bonne élève à l'école. J'étais partie vraiment souvent à cause du ski. Okay. Je manquais comme des mois de suite à cause du ski. Honnêtement, j'étais partie toujours. Fait que ça n'a pas été facile, mais j'étais vraiment dévouée puis je travaillais fort, donc ça allait super bien. Puis notre directrice, c'était Madame Laflamme, puis elle était incroyable pour vrai. Comme je disais, j'étais allée la voir souvent, mais juste pour parler puis un peu organiser mes choses, tout ça. Puis elle était vraiment... elle me supportait vraiment beaucoup dans ma carrière, fait que j'ai été vraiment chanceuse. Donc, tu n'as pas rien fait de pas correct. Donc, tu allais la voir pour discuter, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça que je pensais. Et de ton côté, Geneviève, quel genre d'élève étais-tu à l'école? Et puis, as-tu déjà été, en bon français, envoyé au bureau du directeur ou de la directrice? Donc, un peu comme Valérie, j'étais quand même très bonne à l'école. Un peu, quand tu fais du sport, tu n'as pas vraiment le choix de ne pas être un bon élève parce que tu veux être capable d'aller faire ton sport. Mais en 8e année, j'ai été voir la directrice parce que j'avais appelé une jeune fille juste par un nom que je trouvais drôle, mais c'est pas la bonne chose à faire. Donc, j'ai appris ma leçon. Puis là, à l'école secondaire, j'ai été voir le directeur parce que je voulais aller à une compétition. Mais j'ai été le voir, puis il dit comme qu'est-ce que tu es ici pour? Qu'est-ce que tu es? Donc, c'était drôle parce que comme j'allais à une école où il y avait beaucoup de gens qui passaient par le bureau du directeur, mais j'avais jamais été parce que j'avais jamais besoin. Mais pour avoir cette signature-là,
il fallait aller voir le directeur. Donc, c'est ça. Donc, le monsieur directeur t'a donné la signature. Si je peux voir à ton palmarès, ça a bien tourné. Oui, Donc, finalement. je vous explique encore pour une dernière fois. Pour les personnes qui nous écoutent en audio, on a un mur avec des enveloppes de différentes couleurs. Pour les personnes qui nous regardent, le mur est juste ici à ma gauche. On va pouvoir en choisir. Et ces différentes questions, des excellentes questions, puisque c'est moi qui les ai écrites. Puis pour vraiment apprendre à connaître nos invités, je vais commencer avec Valérie. As-tu une préférence de couleur pour qu'on puisse choisir une enveloppe au mur? Bien, le rose, c'est ma couleur préférée, mais là, il n'y en a pas. OK. Je suis un peu déçue. Tu peux choisir Je vais aller avec la petite bleu pâle. La petite bleu pâle. Et parfait. Donc, celle-là ici. Une condition, on ne peut pas choisir l'enveloppe rouge parce que c'est une enveloppe spéciale que nous allons ouvrir à la 30e minute de l'émission. D'accord? Donc, une petite enveloppe bleue. Je vais commencer avec Valérie. Geneviève, tu vas pouvoir répondre par la suite. Est-ce important que tes coéquipiers, les gens que tu côtoies dans ton sport, les médias et le public, sachent que tu es francophone? Ça, c'est la première partie. Et comment t'y prends-tu pour montrer ton identité francophone? Donc, veux-tu que je répète la première partie? Non, c'est correct. OK. Mais, ben oui, je pense que c'est important pour moi que les gens de mon entourage sachent que je suis francophone. Puis justement, dans notre équipe, en ce moment, on est vraiment beaucoup de francophones. Ouais. C'est vraiment le fun. Ouais, on en profite parce que dans le passé, il y avait comme plusieurs filles qui parlaient seulement anglais, qui ne comprenaient pas le français du tout. Ouais. Puis c'était un peu plate parce que nous, le reste des francophones, on devait se forcer à parler en anglais devant eux. Puis je veux dire, c'est correct parce qu'ils ne comprennent pas le français, mais les fois qu'on parlait en français, juste un petit peu entre nous, ben là, ils étaient comme déçus puis fâchés un peu, fait que ça crée un peu de problème. Donc, entre vous, vous pouvez parler en français, puis vous pouvez partager... Oui. Maintenant, oui. C'est vraiment le fun parce que toutes les filles comprennent le français, même celles qui sont première langue anglophone. OK. Puis est-ce que tu trouves que c'est plus facile de créer ce lien-là? Il y a une nouvelle fille qui s'en vient dans l'équipe de ski alpin. Elle vient de la région, puis elle parle français, donc le lien est plus facile avec toi? Oui, vraiment. Ouais, c'est bien plus facile de faire une petite connexion parce aussi c'est plus facile d'être comme complètement soi-même dans sa première langue. Fait que je trouve que c'est ça, le lien se fait vraiment plus facilement. Parfait. Et ben, dans le fond, comment t'y prends-tu pour montrer ton identité francophone? Bien, je pense que le fait d'accueillir, tu le fais par la bande avec ça. Donc, Geneviève, veux-tu que je te répète la question? Non, ça va, Bon, j'ai deux filles qui sont extrêmement à l'écoute, je dois dire. On vient de terminer un autre balado, puis disons qu'on devait répondre. Ah oui. Donc, répétez. Vas-y, Geneviève, je t'écoute. Donc, en athlétisme, à Tokyo, j'étais actuellement une des seules qui était francophone. Mais juste par mon nom, Geneviève, c'est sûr que les gens, ils savent déjà que je parle en français. Ça se peut que non, mais oui. Donc, ça, c'est pour m'identifier, c'est un peu comme ça. Mais je fais sûr de les introduire à l'Acadie, puis mon identité acadienne. C'est sûr que j'ai un nom qui vient du Québec. J'ai de la parenté au Québec, mais j'ai grandi en Acadie, puis c'est vraiment eux, c'est à cause de l'Acadie que je suis qui je suis. Donc, pour moi, c'est très important de les introduire à toutes les choses acadiennes. Donc, moi, j'ai eu la chance, mes premiers Olympiques, c'était le 15 août que j'ai eu ma compétition. Donc, le 15 août, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fête de l'Acadie. Donc, c'était quand même très spécial pour moi. Puis, je le disais à tout le monde. J'étais comme, c'est super parce que ma compétition, ça va être le 15 août. Donc, pour mes coéquipières, je pense que c'est juste de les introduire au français. Puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont anglophones, mais qui veulent apprendre le français, puis qui veulent pratiquer leur français. Donc, je fais sûr qu'il y a un espace pour eux de me parler en français, même si c'est un français cassé, c'est mieux que ne pas essayer. Donc, puis je dois dire, la date, le 15 août, c'est vraiment la plus belle date. C'est ma date de fête aussi. Puis là, c'est pas arrangé, là. Fait que j'ai un peu d'acadien en moi. Puis, dans le fond, j'ai une question aussi. Tu as un surnom avec l'équipe. On t'appelle la fusée acadienne.
Oui. Oui. Ça a commencé de où? J'ai-tu le droit de te poser cette question-là? Oui, oui, oui. OK. Ça, c'est actuellement, c'est l'Acadie Nouvelle, que genre, les journaux chez nous. C'était quand je commençais à faire des équipes nationales, parce que il n'y a pas tant d'athlètes du Nouveau-Brunswick qui vont aux Olympiques. J'étais une des seules à Tokyo. Puis je pense que c'est quand même important de faire reconnaître ces athlètes-là. Puis pour moi, c'était les journaux locaux. C'est eux qui m'ont donné ce surnom-là. C'est actuellement, je pense que c'est dans l'Acadie Nouvelle, ils avaient fait genre une bande dessinée de moi qui était en train de courir, puis là, ils avaient mis comme la fusée acadienne, puis là, les gens ont pris attachement à ce nom-là, puis c'est comme ça que c'est devenu mon surnom. Non, puis étant donné que la porte est ouverte, pourrais-tu nous expliquer un peu ton sport? Puis je vais arriver avec Valérie par la suite, parce que c'est le 3000 mètres steeple, c'est bien ça? Mm-hmm. Puis pourrais-tu expliquer aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est pas juste courir? C'est pas juste courir, non. C'est courir, sauter. Si tu sautes mal, des fois, tu te rends dans un seau d'eau. Là. Oui. Parce que pour les personnes qui nous regardent à la maison, c'est la course avec la barrière que vous devez poser le pied et sauter par-dessus la grosse flaque d'eau. C'est bien ça? Justement. Donc, en général, c'est 3000 mètres, donc 7 tours et demi d'une piste de 400 mètres. Déjà là, c'est difficile. On s'entend. 35 barrières, donc les barrières sont fixes. C'est comme des haies, mais c'est en bois. Donc, si tu les frappes, ils ne tombent pas. C'est toi qui rebondis si tu les frappes. Oui. Puis, pour moi, ils sont à une hauteur de 30 pouces. Puis là, il y en a une à chaque tour. Donc, 7 fois, tu sautes au-dessus une barrière d'eau. Donc, la barrière d'eau c'est comme 3 pieds de creux, puis 6 pieds de long. Donc, il faut vraiment que tu mettes ton pied sur la barrière pour essayer de manquer l'eau. Souvent, tu as un pied qui va devenir trempe, mais autrement, tu réalises, comme vraiment quand tu es en train de le courir, c'est pas comme si tu penses « Ah, mon pied est trempe parce que tu as comme des petits souliers, des spikes que tu portes là. » Donc, puis c'est ça, c'est pour répliquer comme courir dans le bois, mais sur une piste. Donc, ça, c'est l'idée en général du steeple. Puis, on fait ça alentour de 9 minutes et 20 secondes dans mon cas. Incroyable, incroyable. Puis toi, Valérie, on parlait justement de ça. Tu fais partie de l'équipe canadienne de ski alpin. Mais là, il y a différentes disciplines. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Parce que tout à l'heure, on parlait de descente, puis tu me disais non. Oui, bien, c'est juste que dans le fond, en ski alpin, il y a les disciplines de technique puis les disciplines de vitesse. Donc, technique, c'est le slalom et le slalom géant. Le slalom, c'est comme vraiment le petit... c'est vraiment des petits virages rapides, puis c'est juste un piquet, dans le fond, que tu rentres un peu dedans, comme avec ta main puis tes tibias, dans le fond. OK. Tandis que les autres, slalom géant, bien, tu sais, t'as des pattes, fait que tu sens rien. Mais ensuite, slalom géant, c'est des virages un peu plus grands, donc un peu plus d'espace, tu vas un peu plus vite, puis c'est des drapeaux, comme, fait que c'est 2 piquets avec un drapeau, puis tu les frappes comme avec ton bras. Fait que ça, c'est les disciplines de technique. Puis ensuite, la vitesse, c'est le super géant, puis la descente. Fait que ça, le super G, je dirais que c'est comme entre le slalom géant et la descente. Donc, c'est vraiment comme... tu vas super vite, mais c'est encore assez technique. Il y a encore beaucoup de virages, mais il y a quand même des sauts et des choses comme ça. Tandis que la descente, c'est la discipline la plus rapide. C'est comme... Tu peux aller jusqu'à 130 km/h, tu ne tournes pas beaucoup. C'est pas mal en ligne droite, puis beaucoup de sauts, puis tout ça. Mais tu descends extrêmement rapide. Tu pognes des vitesses de pointe d'environ... 130 km/h, je dirais Je pense que c'est pas mal mon max, que je suis allée peut-être 135. C'est quand même assez vite. Oui, c'est assez vite. Tandis que, tu sais, Fait que moi, en ce moment, je me concentre vraiment sur le slalom géant et le super G. D'accord. Donc, je m'étais blessée en descente quelques années passées, donc j'en fais un peu moins. J'en ai pas refait depuis ma blessure. C'est pour ça que Puis avant d'aller à une autre enveloppe, parce que j'ai des enfants, puis la première fois, je sais pas si tes parents faisaient du ski, là, mais la première fois qu'ils te voient descendre vite comme ça, ils pensent à quoi? Est-ce que tes parents étaient nerveux? Parce qu'on s'entend, j'ai 2 garçons puis une fille. Puis je vois ma petite fille,
Elle a 2 ans, elle vient d'avoir 2 ans. Puis tu as commencé à skier à 2 ans. Mhm. Donc, la première fois, tu descends rapide. Là, on parle dans la centaine de... Est-ce qu'ils étaient nerveux? Est-ce qu'ils t'en ont parlé ou ont juste dit... Ben, tu sais, je me rappelle pas vraiment c'était quoi leur réaction comme la première fois que j'étais allée peut-être à ces vitesses-là. Tu sais, je sais même pas si j'ai eu une réaction de leur part. C'était peut-être plus comme en Coupe du Monde. Puis je les ai pas vus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais que ma mère est toujours un petit peu stressée quand je fais de la vitesse. Tu sais, avant ma course, elle va me dire en niaisant, genre, ah, fais attention, va pas trop vite. Mais tu sais, c'était une joke. Là. Évidemment, je vais aller le plus vite possible. Mais mon père, je te dirais que lui, comme, tu sais, je sais pas, il est pas mal intense. Il a pas vraiment peur, rien comme ça. Fait que, tu sais, je pense pas que ça lui fait vraiment peur de me regarder aller vite. Là. Lui, il aime ça, puis il aime vraiment l'adrénaline. Mais c'est ça. Fait que je te dirais que ma mère est toujours un petit peu stressée. Mais elle commence, je pense qu'elle est rendue habituée. Là. Ça fait assez longtemps que je fais ça. Fait qu'aujourd'hui, étant donné que tu es ici, tu descends pas, être heureuse que tu fais un balado. Oui, c'est ça. Geneviève, c'est à ton tour. Si, as-tu une couleur préférée, dans le fond? Je sais pas si tu peux voir les enveloppes, mais vas-y. On peut choisir une enveloppe verte. Oui, absolument. Puis là, j'espère que c'est celle-là. Je sais que je le dis à chaque fois, je sais que je me répète. Je suis daltonien. J'ai juste hâte de prendre la première enveloppe, pas de la bonne couleur, puis tout le monde me le dit. C'est vert? Mm-hmm. Parfait. On me confirme que c'est vert, Geneviève. Donc, la question, puis après ça, Valérie, tu vas pouvoir répondre par la suite. Ah, c'est une bonne question. C'est moi qui l'ai écrit. Existe-t-il des rituels méconnus dans ton sport? En as-tu personnellement? Des rituels méconnus. Du monde qui font des choses bizarres. On les nommera pas. On les nommera pas aujourd'hui, mais tu vas en compétition puis tu connais, oui, cette athlète-là, elle, j'étais pour dire elle mange une poutine, mais clairement, à 3000 mètres, ne mange pas de poutine. Mais quelque chose de rituel que tu fais ou que quelqu'un d'autre fait, puis c'est un rituel. Vas-y. OK, pour moi, c'est quelque chose que ça a commencé comme quand j'étais toute jeune. J'aime regarder un film, comme un chick flick, la soirée d'avant. Okay. Puis aussi, je bois une bouteille de Gatorade souvent. Souvent la couleur bleue, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme quelque chose que j'ai fait depuis que je suis comme toute jeune. C'est un entraîneur qui m'a dit que c'était bon, mais je pense que c'était vraiment juste pour nous garder comme hydratés puis avoir des électrolytes. Mais c'est quelque chose que j'ai continué à faire depuis ce temps-là. Donc, ouais, souvent les films, c'est juste pour comme changer l'idée parce que tu penses tellement à ce que tu vas faire que comme tu peux pas trop y penser, là. Mais ça, c'est quelque chose. Puis, en général, comme notre équipe, avant les grands événements comme les Jeux olympiques, on a à chaque année les recrues ou comme les nouveaux vont avoir à faire comme genre une présentation drôle de quelque sorte. Donc moi, j'étais sur l'équipe de comme André Degrasse à Rio, parce qu'il fallait qu'on comme chante une chanson de comme Shakira ou quelque chose comme ça. Là. Donc, ça, c'est quelque chose de drôle que l'équipe d'athlétisme en général fait à chaque grand événement. OK, parfait. Un rituel méconnu. Où en as-tu un, Valérie? Oh boy. Comme on s'entend que le Gatorade bleu, je vais garder ça en tête. La prochaine fois que je vais courir 3000 mètres... Ouais, c'est ça. Gatorade bleu, là, c'est sûr que tu es capable. Je suis sûr que je suis capable. Merci Valérie de croire en moi. Je crois au Gatorade bleu. Pas moi. Bon, on retourne aux choses sérieuses. La question, est-ce que tu as... c'est une bonne question. C'est une bonne question? Tu y penses pas, donc tu fais juste te placer? Je sais. Oui, je sais pas. Je veux dire, je pense que j'ai toujours comme un peu la même préparation, mais c'est pas nécessairement comme un... Est-ce que tu vas mettre le ski droit, ski gauche, ou ça n'importe pas? Tu fais juste clip, tu montes, tu te places? Oui, je pense que les skis, ça dépend vraiment comment je suis placée dans le départ. Tu sais, des fois, il y a comme un côté qui est plus bas que l'autre. Je vais peut-être comme mettre mon ski qui est plus bas en premier. Mais honnêtement, ça change toujours. Donc, t'es pas superstitieuse? Je pense pas. Bien, pendant un bout... En fait, je porte souvent comme les... J'ai comme 2 paires, admettons, de combines, là, comme mes leggings que je porte en dessous de mon soute, que c'est pas mal ceux-là que je mets pour mes courses tout le temps. Puis j'ai comme quelques paires de bas comme qui sont juste la parfaite épaisseur, genre, pour mes courses. La parfaite épaisseur. Oui, parce qu'honnêtement, dans nos bottes, c'est un peu compliqué. Là, genre, si
les bas sont un peu trop épais, ben là, tu manques de place, c'est inconfortable. Mais s'ils sont trop minces, là, j'ai trop de place, puis je peux sentir comme mon pied bouger dans ma botte. OK. Fait que ça, c'est peut-être un petit peu... je sais pas, c'est peut-être C'est un rituel? un rituel un peu, là. Puis parlant de rituel olympique, j'avais déjà vu en quelque part les anneaux. Je ne sais pas si vous l'avez, mais il y a plusieurs athlètes qui se font des tatous des anneaux. Est-ce que vous... J'ai-tu le droit de demander? Est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que Moi, c'est quelque chose pas fait. de J'y ai futur? déjà pensé, mais j'ai pas de tatou aucunement. J'en ai aucun. OK. Fait que je sais comme pas si j'en veux. Tu sais, je trouve ça vraiment beau. Puis c'est ça, je connais beaucoup de monde qui ont justement les anneaux. Puis je trouve ça vraiment cool. Fait que peut-être un jour, mais on dirait que je suis vraiment une personne qui change d'idée souvent ou qui regrette beaucoup. Fait que OK. je pense qu'un tatou, c'est peut-être pas la meilleure chose pour moi. Je sais pas. Faudrait vraiment que je sois certaine à 100 de où je le veux sur mon corps. Là, parce OK. que sinon- Toi, Geneviève, je ne sais pas si je dois demander, est-ce que tu as les anneaux de tatouer? J'ai pas de tatou non plus. OK. Mais moi, c'était un petit peu différent. J'avais toute intention d'avoir le tatou comme après mes premiers Olympiques. J'étais comme, ah oui, comme tous mes coéquipiers les ont là, partout sur les bras, je sais pas, n'importe où sur leur corps. Puis, mais j'ai arrivé à Rio, puis honnêtement, je m'étais dit que j'ai fait tellement de grands événements, de championnats du monde, que les Olympiques, c'était un autre événement que j'avais fait dans ma vie, c'était une autre chose que j'avais fait dans ma vie. Puis c'était aussi l'emblème des Olympiques, c'est quand même une marque. Oui. Oui. Donc, je m'étais dit que j'étais pas certain si je voulais avoir une marque sur mon corps. Un peu comme Valérie, là, changer d'idée et puis de repenser à tout ça. Donc, ça, c'est où ce que je suis. Je trouve que ça fait beau. Les gens qui les ont, c'est comme une pièce d'art. Mais pour le moment, non, pas de tatou. Mais je vais jouer mon rôle de père de famille. Si vous n'êtes pas certaine, attendez. Mais Parce c'est que- vrai, ça. Oh mon Dieu, t'es pris avec ça pour toujours. T'es prêt avec ça? Ouais. Puis je vais poser une question en même temps que tu parlais de gros événements, Geneviève, tu m'as fait penser, parce que tu as fait partie du Diamond League, hein, j'imagine la série Diamant, peut-être en français, je ne sais pas c'est quoi Ouais, la Ligue de Diamants. la Ligue de Oui. Diamant. Puis disons, là, en Europe, et partout dans le monde, il y a un stade bondé, il y a des gens qui applaudissent. Le sentiment d'arriver et de courir ta course doit être incroyable. J'imagine, la première fois, tu regardes partout. Est-ce que c'est quelque chose qui est intimidant? Donc, oui, c'est grand, c'est énorme. C'est comme faire partie d'une compétition où ce que les stades sont remplis de centaines de milliers de gens, c'est incroyable. Puis, avant de faire ces compétitions-là, comme on discute avec nos entraîneurs, Ouais. avec notre équipe, là, comment se préparer, puis ils nous préparent vraiment pour le son. Des fois, on met même des écouteurs pour ajouter le son comme quand tu es en train de courir parce que c'est tellement bruyant que tu t'entends pas à respirer. Donc, tu peux juste pas t'entendre. Mais pour moi, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de danse. Donc, l'action de performer, c'est toujours été quelque chose qui m'excite, que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, l'aspect d'être sur une scène, un peu comme ça. Quand moi, j'ai rentré dans ma première grande compétition, c'était à New York actuellement. Puis Usain Bolt était là, c'était vraiment énorme. Puis mon père était dans les estrades. Puis pour moi, c'était comme la chance de performer pour les gens. Puis ça, c'était... je pense que ça m'a vraiment donné comme « Ah, OK, ceci, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire à ce niveau parce que j'ai la chance de performer comme ça. Oui. Puis on s'entend que Valérie, toi, premièrement, tu es sur une montagne. Deuxièmement, tu descends à 130 km/h, donc tu n'as pas vraiment le temps d'entendre le monde. Mais quand tu arrives en bas, il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est quelque chose qui est intimidant? Les premières fois, explique-moi un peu ton sentiment quand tu descends, puis tu regardes ton temps. Moi, je te dirais que le sentiment en bas, c'est vraiment comme juste incroyable. Je trouve pas vraiment que c'était intimidant. C'est juste comme l'ambiance est tellement intense comme... Parce que c'est ça, en Europe, le ski alpin, c'est gros, là, comme c'est un de leurs sports principal, I guess. C'est un des plus gros, là, fait qu'ils sont vraiment comme intéressés, puis on a beaucoup de fans de l'Europe, tout ça. Fait que quand tu arrives en bas, c'est comme vraiment intense, l'ambiance, là, c'est fou. Fait que pour vrai, moi, j'adore ça, puis
justement, comme pendant les dernières années, avec la COVID, il n'y avait pas de fans. Puis c'est fou comment c'était triste. Tu arrivé en bas, puis il n'y avait comme aucun son, rien, aucune ambiance. Tu te sentais comme si t'étais comme juste à une course quand t'as comme 13-14 ans, puis il n'y a personne en bas, puis tu regardes ton temps, puis t'es comme... Même si c'était genre la meilleure course de ta vie, il n'y a comme aucune réaction. On dirait que c'était comme pas une course normale. Puis même, en fait, les Jeux olympiques, c'est un peu comme ça aussi. Il y a comme pas beaucoup de monde en bas parce que, en tout cas, ceux que j'ai eus, c'était en Asie. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont se rendre là pour aller voir les Jeux. Puis non plus, là-bas, ils ne carent pas tant que ça à propos du ski alpin, je pense. Fait que c'était juste comme... L'ambiance était vraiment poche, pour vrai. Fait que c'est fou comment les Coupes du monde, c'était comme... Là, on peut toujours savoir que ça va être incroyable l'ambiance, tandis que même les Jeux olympiques, c'était pas comme ça. Puis étant donné que vous avez performé en Europe, je vais vous poser la même question. Valérie, tu peux peut-être répondre à la première. On s'entend qu'en Europe, le ski, c'est gros. Comme d'aller aller performer en France, en Suisse, est-ce que tu te fais reconnaître dans la rue? Est-ce que les gens t'abordent? Est-ce que le fait que tu parles français? Est-ce que ton accent... explique-moi un peu, c'est quoi comment tu te ressens là-bas? Je te dirais que, genre, dans la rue, je me fais pas tant reconnaître. Là. Donc, tu peux aller faire le marché seul. Oui, c'est ça. Mais tu sais, si je suis comme à une compétition, comme si on passe une fin de semaine à un endroit pour les courses, tout ça, il y a peut-être comme des fans qui vont se promener, puis là, ils vont nous reconnaître ou ils nous cherchent pour prendre des photos avec nous. Puis je te dirais aussi ça pour la langue. Quand on est comme en Suisse, les parties françaises de la Suisse, ou sinon en France, c'est toujours le fun. Tu sais, aussitôt qu'ils voient qu'on parle français, ils sont tous excités. Puis moi aussi, je suis super excitée parce que on en profite là, quand on peut parler notre langue avec d'autres mondes. Puis ils trouvent... c'est quand même drôle parce que quand j'arrive en France, il faut vraiment que je me force à parler lentement puis bien parce que sinon, ils ne comprennent pas. Là. Surtout que, je sais pas, des fois, je parle vite puis un petit peu tout croche. Là. Fait que, tu sais, les Français, ils vont rien comprendre. Mais nous, on peut tout comprendre ce qu'ils disent. Fait que c'est quand même drôle. Fait qu'il faut vraiment que je me force, mais c'est ça, ils aiment ça nous entendre. Puis c'est toujours le fun de parler notre langue avec eux. Geneviève, je vais te poser la même question, étant donné que tu te promènes partout en Europe. Est-ce que des fois, tu te fais reconnaître? Est-ce que le fait d'être dans des pays francophones, est-ce que ça apporte un plus? Un peu comme Valérie, je ne me fais pas vraiment reconnaître, surtout comme quand tu es à la piste ou quoi que ce soit. C'est sûr que les gens demandent pour, je sais pas, des signatures ou des photos, des choses comme ça. Mais c'est certain que quand tu peux parler la langue, puis tu es à un grand événement, puis il y a, je sais pas, des ressources que tu as besoin ou quoi que ce soit, ça aide beaucoup d'être capable de parler la même langue que les organisateurs et tout ça. Donc, puis c'est sûr qu'ils apprécient vraiment ça quand même si tu es en France, puis que moi je parle avec mon accent acadien ou je parle en chiac ou quoi que ce soit, les gens, ils apprécient toujours que tu peux parler la langue française. Donc, mais je pense que, un peu comme Valérie, ça me surprend toujours quand les gens me reconnaissent ou ils me parlent en français parce qu'ils savent, ils nous reconnaissent de cette façon-là. Puis je pense que ça fait toujours du bien d'être capable de les parler puis d'avoir des conversations, je sais pas, à propos de n'importe quoi. Là. Ça doit être réconfortant, tu t'en vas en voyage, un petit peu de réconfort. Puis ça peut changer votre course. Hein? On ne sait pas. Là, c'était le tour à Valérie, si je ne me trompe pas. Ah, de choisir une enveloppe. De choisir une enveloppe. Jaune. Oh, jaune. C'est les plus difficiles. Ah oui? Ouais. Ah non. C'est pas vrai. Pour ceux qui écoutent, vous auriez dû voir les yeux à Valérie. Les yeux voulaient tout dire. Le regret instantané. Le regret instantané. Je te pose la question. Quel a été ton plus gros obstacle à surmonter? Ça, c'était assez facile pour moi. C'était quand je me suis blessée en 2019. C'était en descente. C'était comme une descente d'entraînement au championnat du monde à Åre, en Suède. Puis les descentes d'entraînement, dans le fond, c'est la même chose qu'une course, mais c'est juste que ça compte pas, mais c'est juste une descente comme... C'est juste pour le fun. Bien, c'est comme pour tester la piste, puis il y a des temps puis tout ça, mais les temps, ils comptent pas pour la course, mais c'est comme juste la journée avant la course. Donc, c'est ce que je faisais. Puis je suis arrivée à un endroit qui a comme... Ça sautait un petit peu, puis ça m'a comme vraiment déporté loin à la droite parce que vers la gauche, parce que j'ai mal fait mon virage un peu. Puis quand je suis atterrie, j'étais rendue vraiment proche des filets, puis j'ai tout fait pour essayer de comme juste sortir juste avant que la piste tourne. Puis malheureusement, j'allais comme à 130 justement, puis j'avais beaucoup de force contre moi. Donc à la dernière seconde, mon ski a pris dans les filets, puis j'ai tourné, puis
en tout cas, je suis partie, puis c'était assez intense comme crash. Puis finalement, c'est ça, je me suis fracturé le tibia, péroné, puis le talus dans le pied, les 2 fractures dans le pied. Fait que c'est ça, ça a été juste vraiment difficile parce que ça a été vraiment une longue réhabilitation parce que je me suis fait opérer ce soir-là. Puis ensuite, je suis retournée à la maison, j'ai commencé la réhabilitation. Puis finalement, mon tibia, il guérissait pas du tout. C'était un non-union, comme ils revenaient pas ensemble. Donc, il fallait que je me fasse réopérer puis que je recommence un petit peu à zéro. Fait que c'est ça, j'ai manqué la fin de cette saison-là, puis toute la saison après. Fait que j'ai recommencé comme 1 an et demi après ça. Fait que ça a été comme assez frustrant puis difficile mentalement. Puis ouais, je commençais à être un peu découragée, mais en tout cas, j'ai continué à travailler fort puis finalement, j'ai surmonté ça. Est-ce que c'est déjà arrivé d'arriver en piste puis dire « Oh, c'est très glacé, je suis pas trop certain » ou j'imagine qu'il doit y avoir des officiels qui vérifient tout ça? Est-ce qu'il y a des pistes qui sont plus reconnues pour être glacées puis ainsi de suite? Est-ce que tu as déjà pensé « Oh, c'est glacé aujourd'hui » ? Côté glace, non. Ben, il y a des courses que c'est comme extrêmement glacé, que c'est comme vraiment... Raboteux. Ouais, raboteux. En bon français. Ouais, je t'ai dit bumpy, mais ouais, raboteux, que c'est comme pas vraiment plaisant à skier. Mais tu sais, la glace, c'est jamais vraiment comme un problème pour nous. Je te dirais, on veut que ce soit glacé parce que ça fait que c'est plus juste pour tout le monde. Ben, c'est juste que les conditions vont rester pareilles pour tout le monde, tandis que si c'est de la neige comme molle, ça va creuser à chaque fois que quelqu'un passe dans le parcours. Fait que si tu pars un petit peu plus loin, comme dans les 30, 40, 50, le parcours est rendu comme dégueulasse à la fin, là, parce qu'il y a des gros trous. Tandis que si c'est de la glace, ça va rester de la glace tout le long. Ça peut pas comme vraiment creuser. Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent que plus ton temps est meilleur en qualification, tu pars en dernier, qui est supposé être un avantage. C'est bien ça? Bien, dans le fond, il y a 2 descentes dans les disciplines de technique, tandis qu'en vitesse, c'est juste une. Okay. Fait qu'en vitesse, en fait, là, je pense qu'ils rechangent encore comment ça fonctionne pour les départs, mais en ce moment, c'est que le top 10 peut choisir le numéro qu'ils veulent entre 1 et 19, si je ne me trompe pas, mais comme les nombres impairs. Puis ensuite, quand tu es de 11 à 20, là, tu te fais piger de 2 à 20 les nombres pairs. Ouais. Puis ensuite, de 21 à 30, c'est pigé aussi, juste le ranking. Fait que dans le fond, tu veux comme partir dans les premiers, mais pas premier en vitesse parce que habituellement, le parcours il devient un petit peu plus vite quand tu passes quelques fois, mais pas trop loin non plus que les conditions elles sont moins belles ou que des fois la météo peut changer, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que tu veux comme environ alentour de 7, quelque chose comme ça. Fait que les personnes qui sont mieux classés peuvent choisir le numéro parfait. Mais c'est ça, en technique, la première descente, ça y va avec aussi comment tu es ranké, mon Dieu, classé. Puis ensuite, pour la deuxième descente, là, c'est le flip 30. Fait que si tu as gagné la première descente, tu vas partir 30 pour la deuxième. Fait que ça, c'est un désavantage parce que partir 30e, c'est quand même assez loin. Fait que ça se peut que les conditions soient rendues moins belles que la personne qui est partie première. Fait que je comprends. C'est toujours quelque chose qu'il faut trouver une façon de gérer. Oui, de gérer, exact. J'en apprends tellement. Maintenant, toi, Geneviève, quel a été ton plus gros obstacle à surmonter? Ouf! Par chance, moi, j'ai pas besoin de m'occuper de la température. Je sais pas, je sais toujours que ça va être 400 mètres. Je vais toujours avoir des obstacles à surmonter, mais mais pas de... Nous autres, en athlétisme, dans le sport d'été, on regarde les sports d'hiver, puis on sait pas comment ils pensent parce que comme il y a toute la psychologie du sport. Puis pour vous autres, c'est comme vous allez à 130 km/h. Puis ça se peut que comme vous cassez votre corps, parce que nous autres, c'est comme on court 3000 mètres. C'est comme la pire affaire, c'est que je vais comme évanouir à la fin. Mais non, pour ce qui est de la plus grande obstacle, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de blessures dans ma carrière, mais c'est des fractures de stress ou c'est des déchirures à des muscles juste parce que je les utilise trop, là. Mais vraiment, un grand obstacle que j'ai eu à surmonter, c'est actuellement en 2019, j'ai quitté mon entraîneur, mon groupe d'entraînement. C'était un groupe d'entraînement malsain. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, là, mais c'est vraiment c'est l'année que c'était supposé d'être comme l'année avant les Olympiques, de changer
tout l'entraînement, puis aussi d'avoir pour être honnête, de faire face à ce drame-là, puis à ces 10 ans de ma carrière qui étaient passés dans un groupe d'entraînement que moi, je pensais qu'il était correct, mais après avoir réalisé que c'était vraiment malsain, c'était vraiment comme un choc, puis aussi un état d'esprit que comme a vraiment j'ai eu à travailler fort avec mes psychologues de sport, parce que c'est quand même quand tu réalises que comme quelque chose c'est pas ce que tu pensais que c'était, c'est sûr que ça comme te ramène, puis c'est comme ça te fait questionner comme toute ta carrière, spécialement l'année avant les Olympiques. Puis là, en plus, on a eu la pandémie. Donc, c'était comme mon relâche qui était le sport n'était plus existant. Donc, d'avoir à faire face à tout ça. Puis en plus, à travers de ça, j'ai actuellement déchiré ma hanche. J'ai déchiré comme un gros muscle dans ma hanche à quelques semaines avant Tokyo. Donc, tout le mélange de ça, je pense, c'était le plus grand obstacle que j'ai eu à surmonter. Puis, on l'a surmonté. J'ai arrivé à la ligne de départ, j'ai fait la finale, donc on a tout coché les boîtes, mais je pense que un peu comme Valérie a dit, quand il faut que tu recommences à zéro, quand tu pensais que tu étais tellement loin dans ta carrière, ça te fait reconnaître comme plein de choses, puis ça te rappelle comment puis pourquoi tu fais ce sport-là, pourquoi tu t'es dédié à cette carrière, puis ça te donne une différente appréciation pour les choses que tu fais de jour en jour. Vous êtes deux femmes extraordinaires. Je vous aime beaucoup, mais c'est moi qui choisis la prochaine question, étant donné qu'on est rendu à la question francosphère. Donc, je la détache. C'est la seule que je peux vraiment voir. Elle est rouge, elle est grosse. Et c'est une question francosphère. Geneviève, je te la pose en premier. Après ça, Valérie, tu vas pouvoir la répondre. Quels sont tes modèles francophones dans ton sport ou dans la vie en général? Donc, c'est une grosse question. Je peux la répéter, Geneviève. Je peux te donner du temps pour y réfléchir. Ah, c'est correct. Donc, quels sont tes modèles francophones dans ton sport ou dans la vie en général? OK, dans mon sport, mais ça sonne con, mais c'est comme mon entraîneur, qui est mon entraîneur maintenant, mais qui l'était aussi quand j'étais jeune. Donc, son nom, c'est Joël Bourgeois. C'est quelqu'un qui a été aux Jeux olympiques 2 fois comme moi, dans le steeplechase. On a vraiment comme nos palmarès de notre carrière, c'est comme très semblable, même si c'est juste par hasard. Puis c'est quelqu'un qui a quand même, lui, il s'est entraîné lui-même, puis il a grandi à Grand Digue, donc une petite communauté au Nouveau-Brunswick. Puis je pense que Joël m'a toujours bien appris comment m'amuser dans le sport. Puis je pense que c'est pour ça que je le prends comme modèle, parce que il a fait face à beaucoup de choses, mais entre-temps, il s'est toujours amusé avec le sport. Puis ça a toujours été vraiment une passion. Puis il m'a appris très jeune que quand je décidais que la course allait être quelque chose que j'allais faire dans ma vie, ça allait être quelque chose dans ma vie pour toujours. Puis c'était pas quelque chose qui arrêtait après les Olympiques. Puis pour ce qui est des modèles francophones dans la vie, c'est grandir en Acadie, là. Antonine Maillet, c'est quand même puis Viola Légère, c'est des noms qu'on connaît très bien, parce qu'ils se sont démarqués tant que femmes dans leur art à un temps que c'était difficile de se démarquer dans ces domaines-là. Puis je pense qu'ils sont vraiment c'est des modèles incroyables pour les Acadiens, Acadiennes. Puis pour moi, c'est toujours été des noms que
que j'ai reconnus puis que j'ai toujours très admiré comme gens. Donc, c'est ça. Oh, très bonne réponse. Valérie, je te pose... C'est la suite. Ouais. Je te dis la même question. Quels sont tes modèles francophones dans ton sport ou dans la vie en général? Moi, je dirais que c'est Éric Guay, qui est vraiment une légende en ski alpin. J'ai toujours comme adoré la façon qu'il skiait, puis juste comment il est en tant que personne aussi. C'est juste comme un athlète puis une personne incroyable. Là, il compétitionne plus, mais comme c'est ça, je l'ai toujours regardé quand j'étais plus jeune, puis je le trouvais juste vraiment comme wow. Puis même depuis qu'il a pris sa retraite, c'est un petit peu comme un mentor un peu pour moi. Comme, on se parle pas tant que ça, mais comme les fois qu'on se parle, tout ça, il essaie vraiment de m'aider avec les situations dans lesquelles je suis, comme avec ma blessure, tout ça. Il a vraiment comme essayé de m'aider mentalement et physiquement aussi. Puis même il y a un gym à Tremblant, puis il me laisse m'entraîner là quand je veux. Puis il essaie juste vraiment d'être là pour les athlètes aussi, comme de l'équipe. Puis il est juste vraiment une personne incroyable. Fait que c'est juste comme... Je pense que je dirais vraiment que c'est lui comme mon modèle. Puis j'espère être capable d'avoir autant de succès que lui a eu, parce que pour vrai, c'est pas mal une légende. Fait. Moi, j'ai une autre question. On parlait d'athlètes, puis là, on a une athlète de l'été, des Jeux d'été, une athlète des Jeux d'hiver. Est-ce qu'il y a des rencontres entre athlètes hiver-été? Est-ce qu'il y a des événements? Parce que moi, je suis de l'extérieur. Hein? Tout à l'heure, on en parlait. Puis dans ma tête, OK, il y a les Olympiques. Est-ce que ça existe ou comme vous êtes tellement... Bien, on s'entend que votre emploi du temps est tellement à la minute près. Est-ce qu'il arrive des occasions où est-ce que vous pouvez vous rencontrer? Ou, je sais pas, Geneviève ou Valérie? Moi, personnellement, comme pas vraiment. Non, on dirait que les seuls athlètes que j'ai vraiment... avec qui j'ai passé du temps, c'était pas mal tous les athlètes d'hiver. OK. Je sais pas pour toi, Geneviève, mais... Non, pas vraiment. J'habite actuellement à Victoria, puis j'ai la chance de m'entraîner à un centre spécialisé dans les sports d'été. Donc, c'est sûr qu'on voit beaucoup de gens, mais c'est aussi, il faut savoir que nos sports sont comme opposés. Donc, dans ma saison qui est comme moins compétitive, mais dans la course, on n'a vraiment pas de saison comme ça, là, mais dans la saison hivernale, c'est pendant que vous êtes en train de compétitionner comme à pleine forme, puis là, nous autres, pendant l'été, c'est à ce point-là qu'on est en train de compétitionner un peu partout. Donc, pas vraiment. Je sais qu'il y a comme des organisations qui comme, il y a des fois des événements où on a la chance de voyager pour faire ça, mais souvent, ça ne coordonne pas très bien avec nos horaires. Donc, on n'a pas vraiment la chance là. Il faut peut-être que on a l'opportunité de créer ça maintenant. Absolument. Moi, je fais juste dire qu'à l'Estelle, on fait beaucoup plus que la construction identitaire. On réunit les Olympiennes canadiennes. Ça, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Oui. Geneviève, je pense que c'était à toi de piger l'enveloppe. On a le temps. Je te lis ça à l'instant. C'est une petite enveloppe verte. Donc, c'est ta couleur. On va aller chercher ça, donc désolé. Je l'ai découpé assez petit. Petite question. Excuse-moi, Geneviève? C'est quand même des petites notes que je pourrais pas lire, ça. Mais voulez-vous savoir ce qui est très drôle? C'est que la question, existait-il une fraternité entre les joueurs athlètes francophones? Mais on l'a un peu répondu, donc je vais devoir aller à l'autre question, qui va être... T'aimes le bleu, hein? Tu me l'avais dit tout à l'heure. Moi, oui. Bon, ben c'est super. Geneviève aussi aime le bleu. Il décide pour toi. Comme, OK, I guess. Ah, moi, c'est comme bleu-vert, donc... Qu'est-ce que ton sport t'a appris et que tu appliques dans ta vie personnelle? C'est à Valérie de répondre, non? C'est à Valérie? Je pensais que c'était à Geneviève. Mais je peux demander à Valérie. Qu'est-ce que ton sport t'a appris et que tu appliques dans ta vie personnelle? Je pense que je dirais la discipline. Je pense que oui, moi. Oui, parce que je veux dire, depuis tellement longtemps, comme je m'entraîne vraiment assidûment, oui, c'est ça. Fait que, je sais pas, ça m'a vraiment mis comme... Ça m'a obligée, dans le fond, à avoir de la discipline puis être vraiment organisée. Je veux dire, j'ai toujours été pas mal organisée dans mes choses, puis mon père m'a comme vraiment bien appris. Mais maintenant que j'y pense, je réalise que comme surtout comment qu'on voyage vraiment beaucoup, on va être comme 2 jours dans un hôtel puis changer à un autre hôtel, 2 jours là à un autre hôtel. C'est comme vraiment beaucoup d'organisation. Je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment comme
c'est ça, obligée à être super organisée, puis c'est quelque chose dont je suis un peu fière parce que je vois d'autres filles aussi qui, justement, elles sont pas tant organisées. Tu vois qu'elles arrivent dans leur chambre, puis ils pitchent un peu partout, puis sont vraiment comme perdues un peu dans leurs choses, tandis que moi, j'aime ça avoir toutes mes choses à leur place, puis ça fait que, honnêtement, c'est beaucoup plus simple, puis je fais ça aussi dans ma vie en général. Parce que les athlètes de haut niveau, veut pas, l'horaire doit être défini. Puis je suis certain, si je te pose une question comme pendant le prochain mois, je pense que tu sais presque chaque jour qu'est-ce que tu dois faire. Puis exact. tu n'es pas en ski, là. On parlait de ça, tu t'en allais au Chili pour commencer au mois d'août pour recommencer. Présentement, c'est la saison morte. Ouais, l'entraînement. Entraînement physique intense, mais pas de ski puis pas de compétition. Puis c'est un peu ça, être athlète, Geneviève, toi aussi. Je suis certain que, point de vue entraînement, tout à l'heure, tu disais tu prenais un petit temps de repos, mais tu dois courir 5, 10 km, combien, je ne sais pas par jour, parce qu'on en riait tout à l'heure, là, Thierry. Mais juste comme ça, là. Juste comme ça. Tu es en période de repos et tu cours chaque jour ou tu cours une fois par semaine ou vas-y? Oui, chaque jour. Oui, environ, je sais pas, 12 à 15 km par jour. Et pour les personnes qui nous écoutent à la maison, 12 à 15 km, ça, c'est en période de repos. Et en période d'entraînement, Geneviève, tu cours combien? En période d'entraînement, 20 à 30 km par jour. Wow! Donc, c'est pour les futurs Olympiens à la maison qui nous écoutent, les Olympiennes. Donc, c'est d'être organisé, de courir, d'être préparé. Organisation, j'imagine, pour toi aussi, hein, Geneviève, ça doit être... là, tu es en période morte, mais tu as quand même une routine à suivre, j'imagine. Je pense qu'avoir une routine, c'est quelque chose qu'on apprend... si on fait le sport de jeune, c'est quelque chose que tu apprends très, très rapidement. Pour moi, surtout, c'était de jouer plusieurs sports, donc d'aller d'un sport à l'autre. Il fallait avoir mon sac avec mes choses de soccer, mes choses de course, mes choses de, je sais pas, ce qu'ils font, c'est ça que je faisais. Donc, je pense que oui, l'organisation, c'est quelque chose que tu apprends, c'est que au fur et à mesure, c'est sûr qu'on a des coéquipiers qui l'ont pas encore appris. Mais pour la course, moi, j'ai aussi l'opportunité que je peux pas, comme je peux courir, je sais pas, 30 km par jour, mais ça prend au maximum 3 heures. Puis là, après ça, j'ai le restant de ma journée parce que je peux pas avoir plus d'impact sur mon corps. Ou dans le ski, si on fait comme du vélo ou quelque chose, une autre sorte de sport, tu peux t'entraîner tu peux prendre plus de temps pour t'entraîner. Donc, pour moi, je pense que la course m'a aidé à comme, avoir quelque chose, mais aussi à m'apprendre que comme ne pas trop prendre le sport au sérieux, puis d'avoir autre chose dans ma vie. Donc, comme j'ai fait ma maîtrise, je retourne à l'école dans l'automne, donc c'est sûr que j'ai toujours été impliquée dans plein d'autres choses parce que j'ai ce temps-là, puis j'ai déjà fait ma job pendant le matin, puis là, dans l'après-midi, j'ai plein de temps. Donc, je pense que le sport m'a fait apprécier tous les aspects de la vie. Je vais commencer à courir mon 12 km chaque matin. On est chanceux à la Self parce qu'on a des gens, on a un gros réseau. On a des gens qui vous ont posé des questions sur les réseaux sociaux, puis on est maintenant rendu là. Donc, à nos Selfeux en ligne, on a Lucie Grégoire qui a demandé qu'est-ce qui fait la différence chez un athlète qui devient de niveau olympique? Puis là, on s'entend que c'est la grosse étape, là, à chaque 4 ans, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une personne... Là, Valérie, je te pose comme question. À quel moment tu as réalisé « je vais faire les Olympiques ». Donc, ça fait la différence? Bien, je pense que dans ma tête, j'ai comme toujours eu comme but de me rendre aux Jeux olympiques. C'était, honnêtement, depuis que j'ai commencé la compétition, c'était comme juste mon but, là, me rendre sur la Coupe du monde puis faire les Jeux olympiques. Comme je peux même pas me rappeler, genre... un moment que j'ai fait comme « Ah, c'est ça que je veux faire ». On dirait que ça a toujours été ça. Mais je dirais que comme pour se rendre là, c'est sûr que comme ça prend... Je veux dire, il faut que tu veuilles vraiment à 100 %. Puis il faut, selon moi, que tu adores le sport que tu fais aussi parce que tu vas tellement le faire souvent puis longtemps que si tu n'as pas la passion, je pense que ça va être difficile de se rendre loin. Puis aussi, je pense que d'être capable de performer sous pression,
ça aussi, c'est quand même assez important parce qu'il y en a qui sont super bons à l'entraînement, mais ils arrivent en course puis il y a comme quelque chose qui se passe ils sont pas capables de faire la même chose qu'ils font en entraînement. Puis je pense que c'est un peu là qui peut-être ça bloque, puis c'est ça qui est difficile de se rendre à des gros événements parce que souvent, c'est des... Peut-être, je sais pas pour toi, Geneviève, comment ça fonctionne pour se qualifier, mais c'est peut-être juste un événement pour se qualifier. Pour nous, c'est quelques courses qui comptent. Fait que si tu n'es pas capable de bien faire ces courses-là, ben là, tu te rendras pas. Fait que je dirais que c'est un peu ça. Oui. Geneviève? Oui, je suis d'accord avec tout ce que Valérie a dit. C'est sûr que tu peux avoir une passion, tu peux avoir l'envie de s'entraîner à chaque journée, puis la capacité de faire l'entraînement à un très haut niveau. Mais si que tu peux pas prendre cette pression-là, si tu peux pas compétitionner la jour même quand ça compte, ça va être difficile de se rendre à ce niveau-là. Puis on le voit tous les jours, tu sais, il y a des gens qui sont tellement passionnés, qui sont très bons en compétition, mais ils ne sont pas à ce prochain niveau juste parce que, tu sais, ils sont nerveux ou il y a quelque chose qui arrive ou quoi que ce soit. Puis c'est triste parce qu'eux aussi, tu sais, ça fait depuis qu'ils sont jeunes qu'ils ont cette vouloir-là de faire les Olympiques ou de faire ce niveau-là. Puis, mais je pense que c'est ça. On réalise qu'il y a tellement d'autres aspects dans le sport qui sont importants. Puis que pour nous, tu sais, on a eu cette chance-là. On a eu ce vouloir la jour même de nos compétitions de faire ces équipes. Puis, mais je pense pour tous les gens qui ne l'ont pas fait, ils ont appris tellement d'affaires à cause du sport. Donc, c'est pas parce que tu ne fais pas les Olympiques que je ne t'encourage pas de faire le sport. Le sport, ça va toujours t'aider dans tous les aspects de ta vie. Absolument. Puis je pense qu'on a le temps pour une petite dernière question de Yves Doucet. Avez-vous rencontré un ou une athlète qui vous a intimidé ou que vous avez été, dans le fond, que c'était votre idole? Comme on va en compétition, vous rencontrez votre idole ou vous allez en compétition puis vous savez que telle est là. Est-ce que c'est-tu déjà arrivé les premières fois? Vas-y, Valérie. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, ça a toujours été Lindsey Vonn que j'ai... Je sais pas si tu sais c'est qui en ski alpin. Elle aussi, c'était comme, tu sais, vraiment la meilleure pendant vraiment longtemps, puis dans toutes les disciplines, puis elle s'est blessée plein de fois, puis elle est toujours revenue au top. C'était toujours comme vraiment impressionnant ce qu'elle faisait. Puis on dirait que je me voyais toujours un peu dans elle, comme elle avait les longs cheveux blonds. Je sais pas, je trouvais on se ressemble un peu. Puis c'est ça, fait que je l'ai toujours vraiment admirée. Puis ensuite, quand j'ai fait ma première Coupe du monde à Lac-Louise, ben là, elle était là, puis moi, j'étais là. Fait qu'au début, c'était comme vraiment intimidant parce que je me disais, my God, c'est mon idole. Puis là, je suis comme dans la même salle qu'elle. Puis là, il faut que je compétitionne contre elle, comme quand on était dans le lodge ou peu importe. Mais là, c'était vraiment bizarre de comme me dire, OK, mais il faut comme... techniquement que j'essaie de la battre, genre, mais c'est comme on disait, ça fait aucun sens. Fait qu'au début, j'étais vraiment comme wow, genre surprise puis intimidée. Mais ensuite, après quelques courses, j'ai... Tu t'habitues. Oui, à un moment donné, tu te sens comme si tu as ta place là, puis tu mérites d'être là, puis toi aussi, tu as autant de chances de gagner que n'importe qui. Fait que les autres skieuses aient peur de Valérie gagner. Exactement. C'est ça. Je l'ai vu à un moment donné, elle avait peur de moi. Elle avait peur. Toi, Geneviève, est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un, coursé contre quelqu'un que, c'était ton idole ou cette coureuse-là, elle est bonne, elle est très, très bonne? Non. Mais merci Yves pour la question parce que je pense que Yves, c'était mon enseignant de maths puis de quelque chose d'autre à l'école secondaire. Puis, il est maintenant partie du district puis tout ça. Donc, merci Yves. Mais non, c'est... moi, j'ai jamais été fan de mon propre sport. Donc, je connais comme les noms de ski alpin, ski descente, puis tout ça, mais je connais pas tous les noms en athlétisme. Puis j'ai fait ça un peu par exprès pour ne pas être intimidée. Donc, c'est drôle parce que mes coéquipières sur mon équipe, ils me taquinent parce que je regarde comme les Jeux olympiques d'hiver comme fan parce que je connais tous les gens, mais pendant l'été, je connais personne.
Donc, on était à Tokyo, puis il me disait, ah, ça, c'est, je sais pas, quelqu'un de grand. Puis je suis comme, ah, OK. Mais c'est actuellement après les Jeux à Rio. On était sur l'avion pour rentrer chez nous, puis j'étais déjà comme, tu sais, j'avais fait les Olympiques, j'avais fait la finale, j'avais classé le record canadien, j'étais déjà dans les étoiles. Là, donc, puis la massothérapeute qui était sur notre équipe m'a dit, tu sais jamais qui va être assis à côté de toi sur l'avion. Je suis comme, OK, c'est qui? Puis finalement, c'était Claire Hughes. Puis, wow. ça, c'était quand même très, très cool d'avoir Claire Hughes à côté de toi pendant 6 heures de temps. Elle était probablement fatiguée, mais moi, je la parlais. Donc, c'est ça. Donc, oui, j'ai déjà rencontré un idole dans cette circonstance-là, mais sur un avion, puis... Écoutez, les filles, on est déjà rendu à 55 minutes. C'était vraiment, vraiment plaisant de vous rencontrer. On ne se connaissait pas avant. On a eu une super belle discussion. Je vais terminer avec Valérie. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, mois? Explique-moi un peu. Je sais que tu connais ton horaire de jour en jour. Donc, qu'est-ce qui s'en vient un peu de ton côté? En ce moment, c'est vraiment juste les prochaines semaines. C'est juste l'entraînement physique à chaque jour, juste 2 entraînements par jour assez intenses. 2 ou 3. Puis ensuite, c'est ça, comme je disais, moi, je m'en vais au Chili le 20 août pendant 1 mois environ, je pense. Ouais. Puis ensuite, fait que ça, c'est retour sur neige. Là, je vais faire du slalom géant puis du super G. Puis ensuite, c'est ça, je vais revenir à la maison. On va être rendu en septembre, quelques semaines à la maison. Puis ensuite, on s'en va en Europe, je pense, au mois d'octobre. Puis la première course, c'est fin octobre. Première Coupe du Monde, puis ensuite, la saison commence. Wow! Donc, ça se dit bien une conversation. Je m'en vais au Chili pour 1 mois. Geneviève, toi, de ton côté, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, oui, c'est ça. En ce moment, je suis en période de pause, mais c'est juste pour prendre la saison de repos parce que nous autres, notre saison, comme l'année passée, après les Olympiques, ça retournait dans... On a un championnat du monde cette année, puis l'année prochaine. Donc, pour moi, je retourne dans l'entraînement plus intense cet automne pour la saison de cross-country. Donc, pour nous, je reste au Canada là, pendant le prochaine couple de mois. Puis là, après ça, pendant l'hiver, on commence à faire des voyages. Donc, je pense que les championnats du monde de cross-country sont en Australie. Ça serait beau. Oh, donc, peut-être qu'on fera ça. Puis là, ensuite, la saison d'été l'année prochaine, ça commence toutes nos qualifications pour les Jeux olympiques et tout ça. Donc, à ce point-là, on va être de retour en pleine forme. Puis je sais que je l'ai déjà dit. Merci beaucoup, les filles. C'était vraiment plaisant de discuter avec vous. Très humblement, c'était Jean-François Dion qui dit au revoir à tous les membres de la SELF qui nous ont regardés ou écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce 3e balado. Soyez à l'écoute. Il y en a quelques-uns qui s'en viennent encore. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne journée.